Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de la West Africa Democracy Radio. Je suis Demba Amar Anne, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre programme Dans le Sahel, en partenariat avec la Fondation Open Society. La WADR vous rapporte des témoignages recueillis auprès des communautés confrontées à l'insécurité. Merci de votre fidélité renouvelée à la radio du dialogue. Soyez les bienvenus. Dans l'épisode précédent, on a fait le focus sur le respect de l'approche genre dans un contexte sécuritaire volatile. Je me suis lancée volontairement dans cette aventure, malgré tous les risques. Je me déplace d'un village à un autre pour sensibiliser les populations sur les dangers liés au grand banditisme. La mise en place du gouvernement de transition le 5 octobre 2020 avec 4 femmes sur 25 est une violation flagrante de la loi 2015-052 du 18 décembre 2015. On ne m'écoute pas. Si je me lève pour parler, on ne m'écoute pas et on ne considère pas non plus ce que je dis. Mais c'est moi seule qui connais la douleur que j'endure. Certaines femmes vivent la même situation que moi et souvent elles viennent me dire que ce que je dis est vrai et qu'elles sont dans la même situation que moi, mais personne ne les écoute et ne leur fait confiance. Ça fait vraiment mal. Avec le conflit, on sait que les femmes et les enfants, les personnes âgées sont les plus impactées. Je pense que pour parler d'égalité de chance, tout ça c'est dans un contexte où les conditions sont réunies. Les femmes ont particulièrement un rôle très important à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Alors, qui sont enrôlés par les terroristes, ce sont des jeunes et ces jeunes-là, d'habitude, c'est des gens qui écoutent leur maman, qui écoutent leur tante. Donc, les femmes peuvent participer à sensibiliser leurs enfants pour que ces derniers-là ne puissent pas être pris par l'appât du gain facile que tendent les terroristes. Et pour ce 41e épisode, nous vous proposons de focaliser l'attention sur les défis liés au respect de l'équilibre régional dans la mise en œuvre des projets de développement. Il y a eu un moment au Burkina quand un fonctionnaire déconnait ou un fonctionnaire était sanctionné, on l'affectait au Sahel. Parce qu'on dit que c'est là-bas, il n'y a pas les commodités pour permettre à un fonctionnaire de vivre décemment. Parce que là-bas, effectivement, il y avait des zones qui étaient délaissées. Je connais des zones où quand même pour avoir l'eau potable, c'était tout un problème. Pendant des années, les autorités d'avant n'ont pas mis l'accent qu'il faut pour peut-être permettre à ceux qui sont dans ces zones-là de se considérer comme des Burkinabés. À mon avis, il y a un déséquilibre en termes de projets de développement. Mais je pense que les projets de développement diffèrent d'une région à une autre. Par exemple, Bandiagara et Gao n'ont pas les mêmes projets de développement. Donc, c'est en fonction des besoins et des réalités. Selon les réalités. Si un projet veut intervenir, il y a une phase importante qui est celle de la sensibilisation. Il ne faut pas venir tout bonnement mettre à la disposition des populations des ressources, souvent sans comprendre quel est leur besoin réel. Si vous prenez la structure de nos économies, vous avez au moins 40% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la production nationale qui dépend de développement rural, c'est-à-dire agro-silvo-pastoral. Et évidemment, ça pose énormément de problèmes pour l'économie, mais aussi pour le revenu. Donc, évidemment, il faut une politique holistique basée sur une source de croissance inclusive et durable. Dans le Sahel, votre rendez-vous hebdomadaire sur la West Africa Democracy Radio, un magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. On se retrouve dans un court instant. Résilience et lutte contre les fragilités. Développement des infrastructures. Sécurité alimentaire. Emploi des jeunes. Adaptation au changement climatique. Entre autres. Autant de défis à relever aujourd'hui dans plusieurs pays du Sahel central en proie à l'insécurité. Le constat, bien que réel, est différent d'une région à une autre. Un déséquilibre dans la mise en œuvre des projets de développement est passé par là. Nous démarrons ce magazine par le Niger.
D'après des données officielles, dans ce pays du Sahel central, où environ 70% de la population a moins de 25 ans, le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes demeure une réalité. Une situation due d'une part à l'absence des débouchés professionnels et d'autre part à un déséquilibre dans la répartition des projets de développement dans les différentes régions du pays. Des initiatives sont certes lancées par les autorités pour tenter d'apporter une réponse aux préoccupations des populations, mais l'adéquation des projets avec les réalités socio-économiques reste la principale problématique. Pour les personnes concernées, une urgence s'impose pour réparer les inégalités dans la mise en œuvre des projets de développement. Les détails dans ce sujet de notre correspondant à Niamey, Murtala Zubeiru. Au Niger, plusieurs projets de développement sont initiés par l'État pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Des initiatives dans divers domaines sont lancées dans plusieurs localités de ce pays du Sahel central. Cependant, les communautés bénéficiaires ne cessent de se plaindre. Selon elles, les projets en place ne reflètent pas les réalités de leur zone. Jibo Malan, acteur de la société civile, membre du réseau La Voix des Sans-Voix, organisation située à Maradi, dans le centre du Niger. À l'étude, ils devront venir d'abord dans la région avec les bénéficiaires de ce projet pour tracer un programme. Et là, ça va marcher. Mais un projet qui vient avec son programme, il ne coûte pas les bénéficiaires. C'est pourquoi à chaque fois, ça vaut à l'échec. Et quand ils viennent aussi, ils viennent avec tous les matériels, rien que pour la dépense dans le matériel, presque un tiers du montant du projet part de ce côté. Les préoccupations de la jeunesse de Maradi sont bien comprises par le juriste Lawali Oumarou. Selon lui, les projets de développement doivent être restructurés pour prendre en compte les besoins des communautés. Eux, en tant que projet ou programme, quel accompagnement ces partenaires-là doivent faire en vue de pouvoir aider la population, de pouvoir accompagner l'État dans la mise en œuvre de ses missions de service public. Voilà. 1. 2. L'approche qui consiste à voir comment entreprendre ces actions humanitaires-là. Donc, il faut passer par l'État, il faut passer par les collectivités territoriales, c'est-à-dire le conseil régional au niveau des régions, il faut qu'il soit informé. Le préfet du département doit être informé. Ensuite, le conseil municipal. Donc, la communauté, elle existe sur la base d'un territoire communal. Et il n'est pas rare de voir, ça c'est par rapport à notre expérience personnelle, des intervenants intervenir sans passer par les autorités. Le préfet n'est pas informé, le maire n'est pas informé. Il n'y a que le chef de village qui est informé. Et ce qui fait que parfois il y a même, permettez-moi le terme, des infiltrations. Mato Zakaria, un autre acteur de la société civile nigérienne, estime que les autorités doivent cesser de compter sur ces projets pour venir en aide aux couches les plus vulnérables. C'est très honnête que ces ONG-là soient entendues. Il suffit, en train de travailler là-dessus maintenant, organiser ces ONG et les canaliser vers les buts visés par l'État. On peut bel et bien faire un travail, mais que ce que l'Europe nous propose, nous devrons avoir une option nationale. Parce qu'une ONG, elle travaille, elle a une durée de vie bien limitée. Or, un projet de l'État, il y a ce qu'on appelle à court terme, à long terme. C'est comme l'éducation. On ne peut pas se baser sur une ONG et gérer un système éducatif. Ce sont des erreurs que les anciens ont commis, qu'Allah les pardonne. Mais nous devrons changer tout cela. Le Niger doit avoir son propre programme pour ce qui est de tous ces volets-là. Au cours du mois de juin dernier, l'État nigérien a retiré l'agrément de plusieurs organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la réalisation de projets de développement. Les autorités nigériennes les soupçonnent d'avoir des liens avec le groupe terroriste. De Niamey, Murtala Zubeiru pour West Africa, Démocratie Radio. Murtala Zubeiru. À présent, on va écouter sur le même sujet Neino Ibrahim. C'est un acteur de la société civile, membre de l'organisation Tournons la page Niger. L'intervention des projets, le plus souvent, ils ne demandent même pas les priorités des États. Ce sont des ONG internationales, des programmes aussi de cette envergure, et qui, quand ils viennent au Niger, compte tenu de tout ce que nous connaissons, il y a des représentants des institutions qui semblent être plus forts que certains ministres par rapport à leur département ministériel. Et ça fait que cette difficulté pour l'État de cerner qui intervient où et pour quel intérêt a fait que pendant longtemps,
Les gens sont venus faire la même chose sur le même endroit, souvent sans évaluer l'impact sur les communautés. Depuis un certain temps, le débat s'est posé, les dirigeants se sont inquiétés, ils ont posé le problème. Et on est dans la logique de pouvoir maîtriser la cartographie des interventions et même la réalité des actions qui sont entreprises sur le terrain et l'impact. Et dans le temps, quand un projet arrive, d'abord on le confie à un parent, à un ami ou à une connaissance, les PAC. Et quand ils interviennent, eux-mêmes, ils interviennent le plus souvent avec des acteurs de main. C'est ceux-là qui sont censés leur faire ce qu'ils cherchent. Et le plus souvent, le suivi et évaluation là, il y a des structures qui sont là, mais en réalité, même quand on fait le suivi et évaluation, on ne sait pas à qui on le donne. Quand on sort les statistiques sur l'indice du développement humain, on se rend compte que même si ces interventions sont nombreuses, l'impact peut ne pas être assez sensible, peut ne pas être important. Le deuxième aspect de cette difficulté réside dans le fait que si un projet veut intervenir, il y a une phase importante qui est celle de la sensibilisation. Il ne faut pas venir tout bonnement mettre à la disposition des populations des ressources, souvent sans comprendre quel est leur besoin réel. Et donc, le fait de ne pas identifier d'abord le besoin même des populations là où on intervient, et souvent de retarder, comme je l'ai dit, l'étape sensibilisation, le contact avec les populations, l'identification des facteurs d'échec. Donc tous ces aspects-là ne sont pas faits le plus souvent. On vient, on intervient et on n'a même pas de souci d'impacter. Donc c'est juste pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'enrichir sur une question du projet. Vous venez d'écouter Neno Ibrahim, un acteur de la société civile, membre de l'organisation. Tournons la page Niger. Comme au Niger, le Mali aussi peine à relever les défis liés au respect de l'équilibre régional dans la mise en œuvre des projets de développement. Dans les régions du centre du pays, particulièrement celles de Mopti et de Bandiagara, l'insécurité est l'une des principales causes qui freinent les projets de développement. Une situation qui affecte les populations. Elle s'exprime dans cet élément de notre correspondant au Mali, Aliou Thiam. Le Mali, un vaste pays du Sahel central, est confronté depuis de nombreuses années à un défi de mise en œuvre des projets de développement. Les disparités entre les régions ne cessent de s'accentuer. Si celles du Sud bénéficient de la plupart des projets de développement, la réalité est tout autre dans les régions du centre et du nord, en proie à l'insécurité. Selon cette femme leader de Bandiagara qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, les initiatives de développement varient en fonction des réalités des villes. À mon avis, il y a un déséquilibre en termes de projets de développement. Mais je pense que les projets de développement diffèrent d'une région à une autre. Par exemple, Bandiagara et Gao n'ont pas les mêmes projets de développement. Donc, c'est en fonction des besoins et des réalités. C'est là les réalités. Son point de vue est largement partagé par Hamadoun Maïga, un jeune leader de Mopti, acteur de la société civile de la région du centre du Mali. Ça dépend des besoins des régions, en fonction des besoins qui ont été recensés, parce que avant chaque projet, il y a des études qui sont faites. Connaître la population souffre de quoi, qu'est-ce qui est la base de ça, qu'est-ce qui cause ça, cette population. Donc, et Ségou peut avoir besoin d'un projet qui n'a pas lieu d'être monté ici, vice-versa. Sinon, même ici, tout près à Bayangara, il y a des projets qui sont à Bayangara mais qui n'interviennent pas à Mopti. Pourtant, Bayangara-Mopti, ici, ce n'est que 45 km. Pour Souleymane Sagara, un autre jeune leader de la région de Bandiagara, l'État doit impliquer des jeunes dans les projets de développement. De donner des quotas aux jeunes, de faire en sorte qu'il faut que l'État exige à ce qu'un certain nombre de pourcentage de jeunes soient impliqués dans la mise en œuvre de ces activités de développement-là. Sans quoi, c'est pas facile d'intégrer la jeunesse. C'est l'État qui doit prendre des décisions politiques qui favorisent à ce que les jeunes soient pris en compte dans les actions de développement. Au-delà des conflits armés qui freinent le processus de développement, s'ajoute aussi la corruption. Assis dans une ferme, Abdul Karim Maïga reconnaît des inégalités régionales qui, selon lui, sont souvent dues à la mauvaise gestion de l'État. Ce défenseur des droits humains estime cependant qu'il faut associer les communautés dans de telles initiatives. Ça a été une réalité de nos jours encore. On sait qu'il y a un déséquilibre de développement entre les régions.
on ne peut pas atteindre les régions du nord telles que Gao. Il y a la route qui est là, qui n'est plus en état depuis un certain moment. En plus de l'insécurité, la route même n'est plus en état de rouler. Donc plus on avance en tout cas vers le Grand Nord, plus on sent moins d'actions de développement. Mais je pense que tout ceci est la conséquence de la faiblesse de l'État à un moment où l'aide au développement était détournée par les leaders même de ces communautés d'ailleurs. Donc ce que nous recommandons, c'est vraiment que s'il y a des initiatives d'impliquer plus les communautés. Pour relever ces défis, il est essentiel de développer une approche inclusive d'après plusieurs observateurs avertis pour atteindre un équilibre dans la mise en œuvre des projets de développement. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Et pour comprendre ce déséquilibre dans la réalisation des projets de développement, nous avons joint à Bamako l'économiste malien Modibo Mahamadou. Je vous propose de l'écouter. Mais vous savez, les investisseurs, ils font un calcul, ce qu'on appelle le risque pays, et cela dépend du coût des facteurs de production. Vous savez, aujourd'hui, les pays sont en concurrence. Si vous prenez l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les 8 pays qui ont un partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest, il y a une harmonisation des politiques économiques, c'est-à-dire la politique monétaire et fiscale. Évidemment, si vous comparez deux pays, vous voulez vous installer dans deux pays, même si il y a des avantages comparatifs. Le Mali est grand producteur de coton, le Burkina aussi, mais le Bénin aussi. Donc, vous allez faire une analyse comparative. Quel va être le coût de revient pour mon projet et quel est le risque pays aussi pour le projet, évidemment. Donc, cela fait que les pays sont en concurrence et les investisseurs font de la diversification du risque un enjeu majeur parce que, évidemment, on peut gagner beaucoup d'argent, mais s'il y a beaucoup de risques aussi un risque plus élevé qui est associé, ça permet de faire une analyse coût-bénéfice pour déterminer là où on va investir. Il faut une politique holistique. Et comme je l'ai dit, sécurité et développement, d'abord, c'est très important de sécuriser l'ensemble du territoire des personnes et des biens. Sinon, sans cela, aucun développement n'est possible. Mais aussi, il faut donner aux populations les moyens d'améliorer leur quotidien. Avoir accès aux services sociaux de base. L'eau potable, par exemple, c'est quand même déjà un bon début. Mais aussi, vous savez, nous avons quand même 70% des populations, comme dans des pays comme le Mali et au Sahel en général, 70% de la population vit dans les zones rurales. Et ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Donc, quand il y a de l'insécurité, non seulement si vous prenez la structure de nos économies, vous avez au moins 40% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la production nationale, qui dépend de développement rural, c'est-à-dire agro-silvo-pastoral. Évidemment, ça pose énormément de problèmes pour l'économie, mais aussi pour le revenu, parce que, évidemment, dans les villes, les revenus sont plus élevés que dans les campagnes. Donc, évidemment, il faut une politique holistique basée sur une source de croissance inclusive et durable. Vous venez d'entendre Modibo Mahamadou, économiste malien, qui s'exprimait sur le déséquilibre dans la mise en œuvre des projets de développement dans les pays du Sahel central. Vous suivez votre magazine intitulé Dans le Sahel sur la West Africa Democracy Radio. Aujourd'hui, le focus est mis sur les défis liés au respect de l'équilibre régional dans la mise en œuvre des projets de développement. Après le Mali et le Niger, direction à présent le Burkina Faso, où le déséquilibre dans la mise en œuvre des projets de développement, bien qu'existant, est moins visible. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour le développement des régions les plus touchées par l'insécurité. Un exemple, le programme d'urgence pour le Sahel qui a mobilisé plus de 230 milliards de francs CFA en 2023 pour la construction de routes, des infrastructures socio-économiques et d'autres réalisations. L'objectif est de permettre une meilleure répartition des richesses dans le pays afin de venir à bout des frustrations. Des détails à Ouagadougou avec Martin Kaba. En termes de réalisations concrètes, sans être exhaustif, nous pouvons citer entre autres. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, fait ici le point des réalisations dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. L'aménagement de 275 hectares de terres agricoles, l'octroi d'intrants agricoles au profit de 37 000 agriculteurs.
La prise en charge de 39 718 bénéficiaires, personnes déplacées internes et populations hautes avec des non-vivres. L'accompagnement effectif de 76 000 personnes volontairement retournées, intégrées ou réinstallées. La construction et le bitumage de la route nationale numéro 9, Diendiogo-Bagré, 35,84 km. La construction et le bitumage des bretelles Bagré-Village, Bagré-Ville, 9,2 km. Et Bagré-Pôle, Bagré-Ville, 2,92 km dans la région du centre-est. La construction d'une centrale solaire à Dori, dans la région du Sahel, et à Diapaga, dans la région de l'Est. Le raccordement de 50 000 ménages au réseau d'électricité et d'électrification par système solaire, des infrastructures socio-communautaires dans 300 localités rurales. Ce programme d'urgence couvre principalement les régions du Nord et du Sahel, avec extension dans les autres régions du pays. En 2023, ce sont 230 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la réalisation de ces infrastructures. Au-delà du PUS, plusieurs autres projets et programmes sont mis en œuvre dans les zones touchées par l'insécurité. C'est le cas par exemple du projet d'urgence de développement territorial et de résilience dans la région de l'Est. Abel Nassé, expert en infrastructure au sein de ce projet. On a 3 grands groupes. On a les infrastructures sociales où ce sont les salles de classe, les CSPS qu'on réalise, les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Également, on a les infrastructures de connectivité où on réalise les routes, les canaux d'assainissement. Également, on a les pistes également qu'on réalise à ce niveau. Et également, on a les infrastructures économiques que vous voyez aujourd'hui. La salle polyvalente fait partie de ces infrastructures économiques. On construit également des marchés au niveau de ces infrastructures économiques. Des projets dont la réalisation est saluée par les populations résidentes de ces localités. Cette voie-là, elle est la bienvenue, parce que ça nous facilite beaucoup de choses, surtout au temps de saison pluvieuse. Les années passées, on avait du mal pour rejoindre la ville s'il pleut. Grâce au pavage, là, vraiment, ça nous a beaucoup soulagé. Surtout, bon, quand quelqu'un qui vient nouvellement du quartier, même pour emmener ses effets, c'était difficile. Pendant la saison pluvieuse, si vous êtes malade et qu'il pleut, c'est vraiment un véritable calvaire pour rejoindre l'hôpital. Mais maintenant, en un clin d'œil, on est arrivé à l'hôpital, on est arrivé au marché, on peut facilement rejoindre tous les services. Pour le journaliste Issouf Ouedraogo, la mauvaise répartition des ressources est l'une des causes de l'insécurité, des régions étant délaissées pendant de nombreuses années au profit de certaines autres. Il y a eu un moment au Burkina quand un fonctionnaire déconnait ou un fonctionnaire était sanctionné, on l'affectait au Sahel. Parce qu'on dit que c'est là-bas, il n'y a pas les commodités pour permettre à un fonctionnaire de vivre décemment. Pourquoi on le faisait? Parce que là-bas, effectivement, il y avait des zones qui étaient délaissées. Moi, particulièrement, je connais le Sahel parce que je fais Djibo, je fais Arbinda. Je connais des zones où, quand même pour avoir l'eau potable, c'était tout un problème. Pendant des années, les autorités d'avant n'ont pas mis l'accent qu'il faut pour peut-être permettre à ceux qui sont dans ces zones-là de se considérer comme des Burkinabés. Parce que d'autres sont là-bas qui se considéraient plus comme des Maliens parce qu'ils avaient accès facilement au territoire malien, ils avaient des documents maliens, ils fréquentaient le marché là-bas, plus qu'au Burkina Faso. Issouf Ouedraogo et les autres acteurs insistent donc sur la bonne répartition des ressources dans toutes les 13 régions du pays. Cela permettra de réduire les frustrations et venir à bout du recrutement des jeunes dans les groupes armés terroristes. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Ce 41e épisode de la saison 2 de votre magazine Dans le Sahel est bien fini. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Cette semaine, nous avons fait le focus sur les défis liés au respect de l'équilibre régional dans la mise en œuvre des projets de développement. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.wadr.org si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre. Rendez-vous sur notre page Facebook WADR, Service français, ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org ou tout simplement rejoignez-nous pour discuter sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72. Je répète, +221 77 569 77 72.
Ce magazine vous a été présenté par Demba Amar Anne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.